Bon, à peine le mois d'août rattrapé, on doit déjà s'attaquer au mois de septembre, ça prouve que le temps passe beaucoup trop vite et que par moments, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus lent pour pouvoir peut-être prendre le temps de regarder d'autres films, d'autres choses. Mais bon, déjà on va avoir pas mal de boulot ici, donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps justement et de rattraper les quelques films que nous avons loupés durant ce mois de septembre 2024. Il est bon, voire même très bon, pour les cinéphiles ou les spectateurs de retrouver certains auteurs. Des auteurs que l'on aime, que l'on affectionne, dont on admire le travail et dont parfois on trépigne d'impatience à l'idée de découvrir quels nouveaux projets tordus ils vont être capables de nous offrir, soit par plaisir, soit par envie d'explorer des idées de cinéma plus grandes que celles qui pourraient simplement divertir. Sur le papier, Richard Linklater semble livrer avec Hitman un projet mineur. Et il est évident que le grand réalisateur américain ne prend pas trop de risques avec cette idée amusante, mais somme toute assez classique dans sa forme et dans son fond. Après, il faut bien avouer que la profondeur autour de la crise identitaire du héros et la forme assez amusante et entraînante que prend cette aventure aussi bien romantique que finalement assez tendue, donnent lieu à un tout qui fonctionne, qui surtout sonne comme assez ludique pour dépasser sa forme anecdotique. Et puis, dans le genre acteur charismatique et donnant de la perspective à ce héros, Glenn Powell est plus qu'efficace, l'acteur s'amusant clairement du jeu de dupe entre fiction et création, donnant lieu à un protagoniste qui sonne comme l'acteur, mais avec une envie de cinéma qui le dépasse clairement et cela rend son héros encore plus attachant. Une vraie et pure idée de cinéma qui prend une forme très simple, voire même trop simple en fait. Certains projets, comme le précédent en fait, intriguent avec juste un nom. Que ce soit simplement parce qu'en tant que cinéphile ou spectateur, un nom nous passionne, ou parce que l'on associe ce nom à un projet qui nous a marqué par le passé, donnant lieu à une vraie attente qui peut parfois être un peu trop grosse et du coup peut potentiellement tout de même décevoir les spectateurs. Jeremy Saulnier, qui n'aura décidément plus le droit à une sortie en salle, offre avec Rebel Ridge un projet tout simplement fun et assez jubilatoire à regarder, une œuvre entraînante et divertissante qui joue extrêmement bien avec son héros et avec l'ambiance globale de son film, me rappelant personnellement beaucoup le travail de S. Craig Zahler, pour une petite série B extrêmement bien faite, pas toujours très subtile, notamment dans certains de ses retournements dramatiques, mais développant tout de même un moment de cinéma qui entraîne, et duquel on ressort avec la sensation d'avoir été sacrément diverti par le cinéaste. De plus, le film peut se targuer d'avoir la présence charismatique d'Aaron Pierre, excellent dans le rôle titre, qui donne une vraie puissance et intensité à toute l'évolution de ce héros, avec en plus une présence physique indéniable. Un vrai plaisir qui aurait, clairement, selon moi en tout cas, mérité une sortie en salle. Adapter certains objets culturels, en tout cas au cinéma, n'est pas toujours nécessaire. Parfois, on se pose la question. On se demande si cela était utile d'adapter, notamment sur un écran de cinéma, certains objets créatifs venant de d'autres médiums, surtout quand à la base, ceux-ci se suffisent un peu à eux-mêmes sur un support sans avoir besoin d'être transposés pour raconter quelque chose de plus. Jules, avec l'aide de Jean-Paul Guiguet, a donc adapté, après un format court, son œuvre Silex and the City pour le cinéma. Le temps d'un grand film à sketch qui marche moyennement. On sent que les deux cinéastes ont plein d'idées, que celles-ci marchent parfois, mais que d'autres moments, on se dit que les deux auteurs auraient peut-être dû rester au format court, le long métrage ne parvenant pas à s'équilibrer au fur et à mesure de son avancée, et sonnant un peu comme bateau lorsque l'on arrive à sa fin. Reste que le casting est par contre vraiment entraînant, emmené notamment par les excellents Frank Ekinsey et Noémie Delattre, les deux dominant clairement le long métrage par des interprétations très justes et particulièrement drôles à suivre. Cela aurait pu tout de même rester un format court, on va pas se mentir. L'idée de jouer avec une base peut toujours être très intéressante si le bon auteur est aux bonnes commandes. Car beaucoup de films peuvent sonner comme simplement de jolies petites idées sur le papier, mais pas grand chose de plus. Ne parvenant pas à dépasser un certain stade de création sur lequel de nombreux auteurs se sont souvent brisés créativement parlant, ne parvenant pas à aller dans la direction la plus juste. Laetitia Doche, pour sa première réalisation longue, a donc fait de l'histoire vraie du procès du chien un bon moyen tout aussi bien de s'amuser avec un concept amusant que de nous offrir une jolie réflexion autour de la place de l'animal face à la justice, le temps d'une épopée comique divertissante et prenante qui reste tout de même très classique sur de nombreux points, mais que la jeune cinéaste arrive tout de même à emmener avec un certain charme et une vraie justesse de composition de l'humour et de la tendresse. De plus, la cinéaste s'est également donné un rôle principal qu'elle campe à la perfection, son jeu excentrique et assez surprenant, collant parfaitement à cette héroïne, et on sent en plus que celle-ci se joue beaucoup de son phrasé particulier pour un rôle qui lui va comme un gant. Une jolie surprise de cinéma comique, cela est indéniable.
Jouer sur un procès à fleur de peau est clairement redevenu à la mode au sein du cinéma. Disons que pendant une certaine période, que ce soit en France ou aux États-Unis, on sentait que les procès passionnaient les cinéastes et qu'ils aimaient mettre cela en scène. Et on sent depuis maintenant 2 ou 3 ans que ce genre, un peu mis de côté, a clairement réussi à refaire un joli bout de chemin jusque dans les salles. Daniel Auteuil a donc souhaité emporter le genre dans Le Fil, vers une direction aussi bien très classique que finalement très prenante, le temps d'un moment de cinéma qui ne brille pas forcément par l'audace de sa mise en scène, de la structure de son récit, mais qui sonne tout de même comme une œuvre haletante et prenante autour d'un homme, autour d'un mystère, autour d'une enquête et d'une conviction profonde pour un récit émotionnel et assez juste. Et puis, le duo que forment Daniel Auteuil et Grégory Gadebois a ce petit quelque chose de terriblement juste qui donne énormément de force à cette structure classique, les deux acteurs parvenant à très justement habiller l'ensemble du récit avec un charisme et une présence évidente. Si cela reste très classique, il faut avouer que c'est tout de même particulièrement bien maîtrisé. Dans le genre film bien allumé, celui-là avait l'air d'être une petite crème. Car franchement, et c'est un peu triste à dire, mais on a l'impression que de plus en plus d'auteurs fantasques et loufoques se retrouvent à n'avoir le droit d'offrir leurs projets que sur nos petits écrans. Et c'est triste pour nous spectateurs, en tout cas amateurs de ce genre de projet bien déjanté et flingué au n'importe quoi. Moritz Moore a donc souhaité faire de Boy Kills World un énorme défouloir satirique et allumé à mi-chemin entre plusieurs genres, s'amusant d'une dystopie plus ou moins futuriste avec un héros loufoque et muet et surtout une ambiance s'amusant de sa base dramatique pour tout aussi bien être un trip gore qu'une bonne comédie se jouant de son héros et surtout emmenant la tension et l'action dans un retranchement purement et simplement jouissif. Et en plus de cela, il faut bien avouer que le casting est assez délirant, Bill Skarsgård jouant à fond la carte du héros muet charismatique par le corps, aidé par la voix assez jouissive de H. John Benjamin, le doubleur apportant un vrai plus à son personnage et à la puissance comique du métrage. Un vrai, pur et intense trip d'action, mais alors bien déjanté. Explorer certains recoins de l'histoire est souvent une très bonne idée pour un cinéaste. Car en soi, au sein du cinéma, on choisit un peu trop souvent d'exploiter et de questionner les mêmes bases, les mêmes idées, les mêmes moments qui nous fascinent, mais également nous interrogent, que ce soit par rapport à nos actions passées, que ce soit par rapport à notre époque, ou à l'écho de celle-ci à travers le temps. Simon Monteiro a donc souhaité offrir par le biais de Ni chaîne ni maître une plongée sombre et pourtant nécessaire dans l'enfer de l'esclavage français de l'an 1759, le temps d'un thriller historique particulièrement intense, qui ne sonne pas comme neuf dans sa forme ou dans son fond dramatique, mais qui réussit par le biais d'une esthétique léchée particulièrement acerbe et d'un travail du rythme donnant une perspective intense et prenante à tout ce qui se déroule devant nous, à une plongée maîtrisée et juste dans une époque souvent délaissée par le 7e art. Et par-dessus cela, il faut bien avouer que les fantastiques prestations notamment d'Ibrahim Mbaïchi exceptionnel et de Camille Cotin brillante à contre-emploi ici, donnent un vrai punch et un panache évident à ce métrage simplement unique en son genre. Un film violent, complexe, mais terriblement prenant. Franchement, on peut parfois être très agréablement surpris par le cinéma de genre. Et je suis le premier à attendre beaucoup de ce cinéma, celui-ci étant tout aussi bien capable de proposer de vraies et intenses idées étonnantes et particulièrement divertissantes que de sombrer dans une forme de facilité tragique et presque comique qui ne donne aucun relief à un concept qui aurait pu être cool. Colm et Cameron Cairns portent une idée assez simple avec Late Night with the Devil, mais par le biais de la simplicité de ce concept donne lieu à un moment de cinéma entraînant et divertissant qui joue tout aussi bien la carte d'un mystère rondement mené et d'une construction dramatique rudement bien exécutée, qui font que bien au-delà de son idée de base convaincante, il donne tout simplement lieu à une pure et géniale surprise de genre, un vrai plaisir qui n'est jamais coupable et qui respecte complètement sa proposition de base, faire peur mais également amuser le spectateur. Et le film peut se targuer d'avoir un casting qui en plus de cela est cool et efficace, avec notamment l'immense second couteau du cinéma américain David Dastmalchian qui délivre ici une performance folle et possédée par le héros qui donne un charme évident à ce métrage surprenant. Une vraie bonne surprise à découvrir de toute urgence. Parler des rapports humains, surtout au cinéma, c'est très complexe. Dans le sens où il n'est jamais simple de dresser le portrait de deux personnages que tout semble rassembler, mais qui ne peuvent pleinement se retrouver par le biais d'une réalité cinématographique qui ne prend pas le temps de les accepter, mais qui cherche surtout à les questionner dans leur intimité. Jed Bartlett
avait certainement envie de bousculer un petit peu avec Miller's Girl, portrait brûlant et assez intense autour d'une jeune étudiante et de son professeur, mais surtout autour d'une évolution de la sexualité dans une époque ne cherchant pas forcément à pleinement assumer certains choix, mais laissant surtout l'opportunité à la cinéaste de projeter certaines idées, le temps d'un film assez imposant visuellement, mais qui ne raconte pas grand chose au-delà de sa promesse de base, vaguement tenue, mais noyée dans un tout assez vide de sens et de logique. Après, les choix excellents de Martin Freeman, brillant au professeur tourmenté en écrivain raté, et Jenna Ortega, assez fascinante et manipulatrice à souhait dans un registre étonnant, donnent un peu de cachet au film qui, sinon, en aurait clairement manqué. Cela aurait pu être une très bonne idée, c'est indéniable, mais au bout du compte, ça reste assez vain. Bon là, on change de registre, mais également de logique créative. Car ici, il n'est aucunement question de poser une forme de réflexion ou de logique quant à la construction d'un film se voulant avant tout comme un énorme défouloir, pas du tout élégant dans son geste, mais qui chercherait surtout à être bourrin et frontal pour un petit plaisir sadique assez jouissif chez le spectateur. George Wang ne fait pas pour autant de Weekend à Taipei, un film à la hauteur de ce concept assez bête et méchant de production d'action peu subtile, le temps d'un moment de cinéma qui marche, pendant un petit moment, avant de rapidement se complaire dans une forme de régressivité de l'action et de l'humour qui sonne comme lourd, et surtout comme assez vain quant à ce que le cinéaste montre, sans compter qu'on a un peu la sensation que les personnages sont guidés par un scénario et non par une logique dramatique qui les accompagnerait de bout en bout. Et puis le casting est sympa, jamais brillant, jamais surprenant, mais il faut bien avouer que Luke Evans fait bien le taf dans un rôle titre qui lui convient, et que Gwei Lun-mei s'en sort plutôt bien dans un rôle charismatique que l'actrice rend également assez attachant. C'est pas subtil, mais en même temps, avec le nom de Besson à la prod et à l'écriture, on s'attendait pas à plus. Le genre du polar est très codifié, voire même clairement trop codifié pour certains auteurs. Tellement que, souvent, de nombreux auteurs se perdent un peu dans la démarche créative entourant ces projets, car les codes deviennent la base même d'une création dramatique ne cherchant pas forcément à être subtile, mais à donner lieu à une aventure prenante et assez évocatrice pour le spectateur. Philippe Lacotte n'a pas réussi à tirer de Killer Hit plus qu'une base intrigante, mais rapidement rongé par un certain cinéma trop codifié, le metteur en scène n'explorant jamais pleinement la base de sa dramaturgie, restant constamment en surface pour donner lieu au bout du compte à une œuvre essoufflée et pas du tout prenante, qui est littéralement cousue de fil blanc et qui repose uniquement sur un twist de fin usité et cliché, qui ne tient pas vraiment la route en plus. Après, il est plaisant de retrouver Joseph Gordon-Levitt en tête d'affiche d'un métrage, et même si l'acteur n'est jamais forcément brillant ou surprenant, faut bien reconnaître qu'il s'en sort avec un certain mérite pour un moment de tension qui reste assez mou. C'est assez oubliable, et au fond c'est ça qui rend le tout un peu triste à regarder. C'est quand même très dommage que celui-là on n'y ait pas eu droit en salle. Car depuis quelque temps, on ressent un besoin de la part des plateformes d'un peu trop jouer entre ce qui sort dans les salles et ce qui sort directement chez les gens, donnant lieu parfois à des interrogations sur ce que l'on se doit d'attendre d'un projet, en sachant qu'on ne sait pas dans quel contexte on le découvrira. John Watts ne s'empêche pas pour autant de faire de Wolves un bon petit divertissement amusant et divertissant qui ne brille pas par son originalité dramatique mais qui rappelle qu'avant les Spider-Man, le cinéaste nous avait offert l'excellent Cop Car dont les réminiscences sont clairement présentes ici, le temps d'un moment de cinéma bien délirant et juste allumé comme il faut, basant avant tout sa composition sur l'évolution des deux héros et sur un jeu de dupes et de tension qui tient assez bien la route et qui gagne en énergie au fur et à mesure que l'on avance. Et puis, faut bien avouer que ce duo Brad Pitt-George Clooney fonctionne bien, voire même très bien. Les deux acteurs offrant des performances juste délirantes comme il faut, et cela rend le tout ludique et entraînant, et du coup cela en fait une comédie qui est bien plus que sympathique à voir. C'est divertissant, prenant, et malgré sa simplicité, ça reste cool à regarder. Et ben voilà, on aura fait notre petit tour des sorties du mois de septembre que nous avions oubliées. Encore une fois, bravo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous en octobre parce que je pense qu'en octobre, on va avoir plein de choses à évoquer au vu du mois dans lequel on est. Parce qu'on est dans le mois de l'horreur et dans le mois de l'horreur, il y a beaucoup de sorties un petit peu partout. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.